J'ai le grand plaisir et honneur de revoir Peter ici au séminaire. Alors, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, il est professeur à l'Institut de langue et civilisation orientale de Paris. Il a été directeur de l'équipe sémiotique cognitive et nouveaux médias et du programme des archives audiovisuelles de la recherche à la FMSH, Fondation Maison des Sciences de l'Homme de Paris. Il vient de terminer son mandat de vice-président du conseil scientifique de l'INALCO. Donc, il a été vice-président recherche de 2019 à 2023. Un peu d'histoire pour les plus jeunes. C'est pour ça que je dis que je suis ravie de le revoir ici, même si pas ici à la Maison Sujet, mais c'est quelqu'un qui a participé de très près à l'histoire, disons, de la sémiotique grégoncienne. Il a été de 1985 à 1990 chargé de recherche à l'Institut national de la langue française au CNRS, dans l'unité de sémiolinguistique dirigée par Algirdas Julian Greimas et Jean-Claude Coquet, où il a reçu la médaille de bronze du CNRS en 1985 pour ses recherches sur l'analyse du discours. Il est depuis 1990 professeur des universités, en sciences du langage, en sciences de l'information et de la communication à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Parmi ses ouvrages, en 1999, il a publié Les nouveaux produits d'information, conception et sémiotique du document, Paris Hermès. Je pense qu'on est allé. En 2001, Traitement et contrôle de l'information, perspective sémiotique et textuelle, Paris Hermès. 2005, les sites web, description, évaluation et production, Paris Hermès. Ça a été un des premiers scientifiques qui se sont occupés et des sites web et de la gestion des bases de données. En 2011 et 2012, il a dirigé 2 volumes sur les archives audiovisuelles, description, indexation et publication. En 2012, il a publié un autre livre qui a été traduit en anglais, d'autres aussi ont été traduits en anglais, Analyser l'univers du discours des archives audiovisuelles en métalangage de description du texte audiovisuel en sciences humaines et sociales. Je me réjouis de lui donner la parole. À toi, Peter. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Voilà, un très grand merci aux organisateurs de ce séminaire, Maria Giulia et Johan, de m'avoir invité. Je suis extrêmement ému, évidemment. Déjà, parler après Jacques Fontani, c'est pas une chose facile. Mais en plus, sinon, après cette présentation de Maria Giulia, je suis tellement intimidé que, à vrai dire, j'aurais déjà envie de fermer, enfin de partir. Voilà, pour vous dire en face. Voilà. Donc, si vous voulez bien, ma communication sera un peu, disons, relativement terre à terre par rapport à ce que nous avons entendu tout à l'heure. Enfin, donc, pour aborder le domaine de recherche qu'on désigne par le terme intelligence artificielle, à mon avis, on peut l'aborder d'une manière vraiment schématiquement parlant, enfin, soit d'un point de vue instrumental, soit d'un point de vue plus philosophique ou épistémologique. Donc, je suis très content que Jacques Fontani a justement parlé avant moi, puisqu'il me semble que Jacques Fontani il a surtout traité ce deuxième aspect, n'est-ce pas, de la question. Donc, comme il a dit, l'intelligence artificielle comprise comme une sorte d'objet d'étude, donc à la fois le topos de l'intelligence artificielle, comme à travers les différents médias, les discours médiatiques, mais aussi éventuellement la compréhension même de ce que les différentes méthodes enfin, qui sont utilisées dans ce domaine, enfin, comme un objet d'analyse sémiotique. Voilà. Donc ça, c'est un peu le deuxième point de vue. Moi, personnellement, je vais me concentrer déjà sur le premier point de vue. Ma question est plutôt en quoi éventuellement les différentes méthodes, enfin, les approches, enfin, les différentes théories proposées aussi dans le cadre de ce qu'on appelle intelligence artificielle
dans quelle mesure cela peut effectivement nous aider à résoudre un ensemble de problèmes, enfin, par exemple, justement, la classification automatique du corpus d'images, enfin, traduire des textes d'une langue à une autre, etc. Voilà. Donc, cela dit, pour moi, l'intelligence artificielle, comme vous le savez très bien et vous avez bien vu, c'est un domaine qui est extrêmement riche, extrêmement diversifié et ultra compliqué, ultra complexe, n'est-ce pas, qui implique effectivement des compétences des disciplines les plus variées, non seulement des disciplines formelles, enfin venant effectivement des mathématiques, donc de l'informatique, mathématiques, etc., mais aussi des disciplines effectivement comme la linguistique, la psychologie, etc. Donc, c'est extrêmement complexe et en plus, on voit très bien aussi, tous les jours, en gros, enfin, on nous annonce enfin, de nouvelles découvertes, de nouvelles bouleversements, etc. Et donc, pour vous dire, de manière tout à fait simple et honnête, moi, personnellement, je ne maîtrise pas tout ça. Ça, c'est impossible. Je ne maîtrise vraiment pas ça. Et donc, ce que moi, je vais faire, c'est, je vais être, en quelque sorte, je vais faire reposer ma communication sur mes propres expériences de recherche dans ce domaine. Et donc, justement, Maria Giulia a eu la gentillesse enfin, de rappeler que, comme d'autres collègues ici, enfin, j'étais dans ce fameux groupe de recherche sémiolinguistique, enfin, qui était dirigé par Algirdas Julián Cremas. Et c'est justement Cremas lui-même, enfin, qui en quelque sorte, en 84, 85, m'a poussé, n'est-ce pas, vers ces recherches en intelligence artificielle. Enfin, les comptes pour que je me trouve depuis, disons maintenant une quarantaine d'années, enfin, impliqué de loin ou de près dans ces recherches, c'est à cause de Cremas, tout bêtement. Enfin, c'est aussi un goût, en fait, pas personnel, enfin, qui m'a poussé aussi, mais c'est Cremas qui effectivement a vu déjà que, en fait, la théorie sémantique structurale que lui-même il a développée, enfin, qui était publiée dans Corpus, dans la collection de Arneno, donc que cette sémantique structurale elle-même, en fait, elle ressemblait beaucoup à des propositions, n'est-ce pas, théoriques qui ont été développées, énoncées, publiées, enfin, notamment aux États-Unis, dans les années 60, 70 et 80. Donc, c'est Cremas lui-même, en quelque sorte, qui a vu tout cela. Et en fin de compte, si vous voulez, moi-même, avec, étant donné ma propre biographie, enfin, chacun sa biographie, j'ai évidemment évolué un peu en dehors, enfin, des cercles sémiotiques après, enfin, mais ce qui est toujours resté un peu pour moi comme un héritage, comme un bagage à la fois théorique et épistémologique, c'est un peu cette sémantique structurale, crémassienne, enfin, et voilà. Donc, en tout cas, je vais effectivement faire reposer ma communication sur mes propres expériences de recherche. Et du coup, effectivement, ma communication elle-même va être un peu terre à terre, n'est-ce pas? Excuse-moi, désolé, par rapport à ce que nous avons entendu de Jacques. Alors, donc pour commencer, il me semble, et ça a été dit tout à fait tout à l'heure, quand on parle d'intelligence artificielle, en fait, il y a schématiquement parlant, et je pense que vous le savez peut-être, je ne sais pas, schématiquement parlant, il y a deux grands paradigmes en fait. C'est-à-dire il y a un paradigme donc qu'on appelle l'approche symbolique de l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Et puis il y a cette approche neuronale connexionniste. Et effectivement, en sémiotique et dans les sciences cognitives, enfin, de manière plus générale, c'est évidemment le paradigme symbolique, n'est-ce pas, qui dominait et qui toujours encore maintenant, aujourd'hui, extrêmement important. De toute façon, c'est uniquement un effet, en quelque sorte, annonce dans les presses, parce que ChatGPT, c'est vrai que c'est un grand succès, qui écarte un tout petit peu, n'est-ce pas, la présence massive de l'approche symbolique encore aujourd'hui, enfin, dans les recherches, dans les applications, et je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, il y a d'une part l'approche symbolique et d'autre part cette approche neuronale ou connexionniste,
je me souviens aussi, une petite anecdote, c'est que Champetito, hein, notre collègue et ami, qui a mis le doigt dès les années 90, enfin, sur l'importance de ce paradigme qui émergeait et qui était pour nous complètement opaque, puisque finalement, on était tous nolens volens, hein, des symbolistes, entre guillemets. Voilà, qu'est-ce que c'est l'approche symbolique? Cette approche symbolique, il a recours à des techniques c'est vraiment important, d'explicitation de connaissances d'un domaine d'expertise sous forme de modèles conceptuels et des ontologies pour résoudre des problèmes tels que, par exemple, la reconnaissance d'un objet, la classification d'un objet, la planification d'une action ou encore la simulation de situations. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est l'approche symbolique, hein, repose profondément et fondamentalement sur ces techniques d'explicitation de connaissances, de domaines d'expertise sous forme de modèles conceptuels explicites. C'est des ontologies, on appelle ça aussi. En revanche, l'approche neuronale et connexionniste, au moins tel qu'on l'appréhende aujourd'hui, s'intéresse aussi aux mêmes problèmes, hein, que l'intelligence artificielle symbolique. Ça veut dire donc effectivement classer automatiquement des images, de les rapprocher, de traduire des textes, de faire des sortes de simulations robotiques, etc. Mais hein, ce qui est important dans cette approche connexionniste, c'est elle repose, et c'est vraiment important, c'est vraiment le socle même de cette approche neuronale, autant que moi je l'ai compris, repose donc sur la représentation numérique des caractéristiques, n'est-ce pas? Non pas des données, mais des caractéristiques des données et des méthodes d'entraînement, n'est-ce pas, sur ces caractéristiques-là. Et sans qu'il y ait quelque part une représentation explicite, sans qu'il y ait quelque part un modèle conceptuel, comme effectivement c'est le cas dans l'intelligence, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle symbolique. Voilà. Donc, en fin de compte, moi personnellement, je me suis fait vraiment, pour des raisons aussi un peu professionnelles, je me suis fait la peine, de comprendre, ce que c'est cette intelligence, cette approche neuronale connexionniste, mais je suis loin d'être un spécialiste, très loin. Donc, j'espère que, si jamais il y a des questions plus tard, je vais pouvoir répondre. Mais sur mon exposé, je vais effectivement rester concentré sur le premier approche, sur le premier paradigme, sur l'approche symbolique. Voilà. Donc, et je vais donc développer plus particulièrement cette approche symbolique sur deux grands exemples. Le premier exemple est un exemple plutôt historique, exemple qui est encore aujourd'hui pertinent, qui perdure, sont les exemples des systèmes experts. Et le deuxième exemple, sur lequel je vais me pencher, de manière très, très pratique aussi, sans rentrer vraiment dans les détails, on ne peut pas. C'est le deuxième exemple, donc c'est ce qu'on appelle le web sémantique. Le web sémantique, voilà, ou encore parfois on appelle ça le web 3, mais ce qui n'est pas correct. Bon. Alors, donc commençons avec un système expert. C'est donc en quelque sorte l'application ou le type d'application le plus emblématique de l'intelligence artificielle symbolique. Et qu'est-ce que c'est un système expert? Un système expert est censé être capable de simuler le raisonnement humain, non pas en général, mais dans des domaines d'expertise circonscrits. Les exemples historiques les plus connus sont les systèmes experts dans les domaines industriels, dans le domaine médical ou encore dans le domaine juridique. Et puis, effectivement, on le trouve un peu dans tous les domaines, y inclus, par exemple, dans les domaines de la sécurité, militaire, économique, etc. J'ajoute, uniquement aussi en termes d'anecdotes historiques, un des premiers systèmes experts, un des premiers sémiologues qui s'intéressait au système expert, c'était Jean-Claude Cardin, dans les années 60 déjà, et puis surtout dans les années 80. Jean-Claude Cardin, qui était sémiologue et archéologue, qui travaillait donc effectivement sur l'élaboration, sur la mise en œuvre de systèmes experts qui simulaient en quelque sorte les raisonnements d'archéologues pour effectivement bien classer
enfin, des objets issus des fouilles archéologiques, etc. Voilà. Donc, je vais continuer. Excusez-moi, c'est là où je clique pour, parce que c'est un marque. Enfin, je dis. Ah, ok, pardon. Ok. Donc, voilà. Ce qui est important, excusez-moi. Voilà. Excusez-moi, je suis désolé. Donc, quels sont les principaux composants d'un système expert? Il y en a deux. Tout système expert est composé de deux composants. L'un, c'est ce qu'on appelle une base de connaissances, et l'autre, c'est ce qu'on appelle un moteur de résolution des problèmes. Ce qui est une base de connaissances, qu'est-ce que c'est? Une base de connaissances comprend ce qu'on appelle habituellement des faits. Alors, je prends un exemple concret, classique, qui est de la médecine. Pour déterminer, comme vous le savez, en médecine, une maladie, on a recours à la sémiologie des symptômes, par exemple la température corporelle, la présence de douleur, l'état de l'épiderme, etc. Donc, il y a un ensemble de caractéristiques qui qualifient ce qu'on appelle une maladie. Et donc, ensemble, finalement, ces caractéristiques constituent ce qu'on appelle donc une base de connaissances qui sert à un médecin éventuellement à reconnaître si un malade, ou si une personne est affectée de telle ou telle maladie. L'important ici, c'est que en fait, une base de connaissances est composée, donc comme j'ai dit, des faits. Et un fait, c'est quoi? C'est une assertion. C'est donc un acte d'énonciation, si vous voulez. C'est une assertion d'un état des choses. Et à travers cette opération cognitive, de cette opération cognitive, de cette assertion, l'état des choses, il devient un fait pour un acteur ou pour une communauté d'acteurs. Voilà. Et donc, ce qu'on voit évidemment tout de suite émerger là derrière, c'est la grosse problématique, de l'indexicalité, n'est-ce pas, des faits ou des assertions. Ça veut dire donc, en fait, qui énonce, par exemple, quelle est la validité de cette énonciation. On voit aussi émerger la problématique épistémique de la croyance, qu'on peut avoir dans ces genres d'assertion. Et puis, finalement, la problématique plus profonde, topique, n'est-ce pas, de l'engagement d'une théorie qui est derrière, et qui, effectivement, en quelque sorte, stipule l'évidence de ce que c'est une maladie. Donc, en quelque sorte, ce qui est très intéressant ici, et c'est là où la sémiotique a été effectivement sollicitée, pas seulement la sémiotique, mais aussi d'autres disciplines, notamment formelles, c'est effectivement l'indexicalité de ces faits, d'un fait ou d'un ensemble de faits, et donc l'indexicalité, d'une base de connaissances. Voilà, c'était très rapidement pour l'état de fait. Je suis vraiment désolé. Désolé, je n'utilise jamais un Mac, et donc, moi, est-ce que Donc, en tout cas, quel est donc l'enjeu principal dans un système expert? C'est de définir, de réaliser un modèle conceptuel explicite qui rend compte ou permet de rendre compte d'un savoir ou d'un savoir-faire qui est documenté par un corpus de données. Les données ici sont constituées par toutes les traces, toutes les traces qui documentent, par exemple, dans notre cas, une maladie. Par exemple, des données sont considérées comme des dossiers médicaux, des enregistrements d'experts, par exemple les médecins, des articles scientifiques, des données visuelles et statistiques, etc. Donc, pour la mise en œuvre de ce modèle conceptuel, eh ben, la mise en œuvre s'inscrit dans ce qu'on appelle un cycle de vie d'un projet
de système expert. Ce cycle de vie, il est composé de quelques tâches, un ensemble de tâches, et parmi lesquelles, comme on voit, hein, la définition, l'identification, la définition des données, la qualification des données, et puis effectivement, la création de ce modèle pour décrire et extraire des connaissances. Voilà. Donc, quels sont les principaux enjeux, n'est-ce pas, qui concernent donc ici les systèmes experts et de manière plus générale les systèmes à base de connaissances? C'est donc premièrement la qualité du modèle lui-même, c'est-à-dire donc sa reconnaissance par une communauté d'experts, ce qui ouvre évidemment la problématique, comme je viens de dire, de l'indexicalité. La indexicalité elle-même, elle renvoie à ce qu'on appelle la multi-expertise. Donc, s'il y a plusieurs expertises, comment on négocie d'une manière automatique ou quasiment automatique ces différentes expertises, ces différentes approches, etc. Donc, c'est un premier problème, c'est la qualité du modèle. Le deuxième problème, c'est la couverture des données. Ça veut dire donc quelles sont les données que j'utilise pour en quelque sorte donc à la fois élaborer mon modèle et d'autre part effectivement peupler ma base de connaissances. Une troisième problématique, c'est ce qu'on appelle la quantité, c'est donc la quantité des données à prendre en compte hein, et donc effectivement à analyser. Une autre problématique, c'est la qualité des données, donc la fiabilité des données. Qui sont typiquement les auteurs, enfin, etc. Tous ces données viennent-elles, etc. Et puis, il y a un cinquième problème qui est vraiment peut-être le plus important, c'est celui de l'extraction même, n'est-ce pas, des connaissances à partir d'une base de connaissances. Cette extraction, normalement, c'est fait manuellement. C'est-à-dire, c'est donc qu'il y a des cogniticiens, documentalistes selon les cas, qui effectivement identifient, enfin dans une base de connaissances, hein, les caractéristiques les plus importantes, enfin pour les indexer, comme on dit. Donc normalement, c'est donc un processus manuel. Et donc le problème, évidemment, à partir d'un certain seuil, il faut passer hein, à une sorte d'automatisation de cette extraction. Et donc c'est là, en quelque sorte aussi, pour anticiper, où il y a cette sorte d'hybridation qui est en train de se faire entre au sens pratique du terme, entre l'intelligence artificielle symbolique et l'intelligence artificielle ou les méthodes de l'intelligence artificielle connexionniste, c'est une façon de permettre hein, d'utiliser les techniques, les méthodes d'intelligence artificielle connexionniste, les réseaux neuronaux, pour effectivement garantir un flux hein, des données qui informent, documentent les différents faits, les différents documents, les différentes catégories informées. Voilà. Je passe donc rapidement, je passe un peu plus loin, si tu veux bien. Ah, donc, merci. Voilà, donc pour terminer cette première partie de mon exposé sur les systèmes experts, donc les systèmes experts, comme je dis, finalement, c'était ça, un peu enfin, c'est l'exemple paradigmatique même enfin, de l'intelligence artificielle symbolique dans les années 80-90. Ces techniques contenues, évidemment, enfin, ou ces champs d'application contenus encore aujourd'hui, uniquement pour résumer, en fait, l'IA symbolique, dans ce sens-là, a joué un rôle extrêmement important dans le TAL, c'est-à-dire en traitement automatique du langage, au sens strict. Façon, il y avait dans les années 80 déjà hein, des recherches qui ont été faites sur la compréhension de texte, hein, sur la génération de texte, enfin, sur l'analyse des bases de données textuelles, et toujours avec cette idée, enfin, avec un modèle conceptuel explicite qui est derrière. Et puis, effectivement, l'IA a joué un rôle de plus en plus important, l'IA symbolique de plus en plus important dans le TAL au sens plus large du terme, ce qu'on appelle donc la modélisation des connaissances au sens large du terme. Je veux dire aussi en sémiotique,
ce paradigme, il était, tu veux dire en sémiotique crémassienne, enfin entre guillemets, ce paradigme était vachement bien représenté, puisqu'en fait déjà dans les années 80, 85 et 87, n'est-ce pas, il y avait deux publications, deux numéros, enfin deux bulletins qui ont été réalisés par le groupe et qui portaient donc justement sur l'intelligence artificielle et la théorie sémiolinguistique. Il y avait des auteurs comme Rastier, enfin comme des psychologues cognitivistes, enfin, qui ont participé à ce numéro, etc. Donc, pour vous dire, en quelque sorte, c'est ce que je vous ai expliqué ici de manière très, très rapide et de manière très superficielle, c'est quelque chose qui, en fin de compte, fait partie un peu des gènes de la sémiotique crémassienne, au sens tout à fait traditionnel du terme. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie de mon exposé. C'est donc le web sémantique. En fait, ce qu'on a, l'intelligence artificielle symbolique, disons, ce paradigme, ce premier paradigme, est aujourd'hui présenté ou représenté par ce qu'on appelle la sémantique du web. Premièrement, ça c'est le premier paradigme, et le deuxième, le Linked and Open Data, c'est-à-dire le fameux LOD, L-O-D, le Linked and Open Data. Donc, c'est-à-dire tout ce que finalement, toutes ces histoires, tous ces problèmes de représentation des connaissances, extraction des connaissances, de la modélisation des connaissances, de création de modèles, enfin, etc. Tout ça, on retrouve maintenant, mais au niveau du web tout court, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu ces deux paradigmes-là, la sémantique du web et le linked and open data, c'est deux plutôt problématiques, font partie de ce que l'anglais Tim Berners-Lee a appelé en 1999 le web sémantique. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Donc, d'une manière tout à fait comparable au système expert classique historique, l'idée directrice est ici de transformer le web, l'ensemble des données sur le web, en une une très grande base de connaissances. Et ça veut dire donc effectivement structurer, hiérarchiser, classer, croiser les différentes données du web, pour pouvoir après effectivement mieux les manipuler, pour pouvoir mieux les utiliser dans les différentes activités qu'on veut. L'entreprise le projet le plus abouti, c'est donc Wikidata. Je pense que vous avez déjà tous et toutes entendu de cette entreprise. Enfin, c'est une énorme base de connaissances, qui est composée de 15 millions de triplés, grosso modo. Donc, c'est Wikidata qui, en quelque sorte, aujourd'hui, sert un tout petit peu comme un pôle, comme un hub de connaissances sur lesquels on se connecte, pour travailler dans le web sémantique. En France, vous avez des projets extrêmement intéressants, extrêmement importants, notamment d'État, public. Je rappelle ici, c'est BNF Data, c'est quand même la Bibliothèque nationale de France qui utilise son thésaurus Rameau, ou qui a utilisé son thésaurus Rameau, pour effectivement structurer en termes de web sémantique, je vais tout de suite revenir là-dessus, donc tous ces références, tous ces 15 millions de références, qui sont aujourd'hui accessibles à tout le monde. C'est BNF Data, il y a IDRF, le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche, évidemment tout le monde connaît, et surtout au CNRS avec l'INIS, c'est l'OTER, cette grosse fabrique terminologique qui est mise aussi au service maintenant de la structuration, autant que faire se peut, de la littérature scientifique, n'est-ce pas, dans tous les domaines, pas seulement en sciences humaines ou sociales. Donc, la structuration, c'est donc l'outil du CNRS. Voilà, techniquement parlant, excusez-moi. Voilà, techniquement parlant, le web sémantique repose sur un format qui est ultra simple en apparence. Ultra simple, c'est donc le format RDF, peut-être vous avez déjà entendu, le Resource Description Framework, et qui est complété par un autre format plus spécialisé, qui est plus contraignante, plus intéressant aussi d'ailleurs, qui s'appelle OWL, c'est le Web Ontology Language. Alors, le format RDF et OWL, ce sont des modèles de graphes.
ça veut dire donc, en fait, très simple aussi, un graphe, enfin réduit à son expression la plus élémentaire, il y a deux sommets, il y a une arête, et ici c'est une arête orientée. Donc voilà à quoi ressemble, enfin, si on simplifie au maximum le web sémantique, enfin, ça ressemble à un triplet ou à des triplets comme ça. Vous avez donc un sommet 1 et un sommet 2. Le sommet 1, étant donné que l'arête, enfin le chemin, il est orienté, le sommet 1 devient donc ce qu'on appelle un nœud ou encore un sommet d'origine, et l'autre, c'est donc le sommet, le sommet cible, dans un langage un peu métaphorique. Hein, on appelle cela, dans un langage RDF, on appelle cela donc un sujet et l'objet, mais c'est un peu métaphorique évidemment, mais ça sert quand même un peu de certaine façon à fixer un peu les idées, enfin, hein, puisque comme Denis Bertrand a vachement bien dit, à mon avis, tout à l'heure, enfin, quand on est dans un nouveau domaine, hein, il est vraiment difficile, de toute façon, on a besoin des repères, et le repère, on le trouve évidemment dans un domaine qui est plus totalisé, on connaît, avec toutes les difficultés que cela représente, évidemment. Donc, en tout cas, un triplet RDF, c'est sujet, l'arête, c'est le prédicat, et l'autre sommet, le deuxième, le sommet cible, et donc l'objet. Voilà. Et puis, effectivement, en termes informatiques, enfin, le prédicat comme le sujet sont toujours des ressources, ça veut dire qu'on peut localiser sur le web, enfin, parce qu'on a une URI, et donc les prédicats et l'objet peut être un URI, mais peut être aussi tout simplement un littéral, une description, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, c'est ça, en gros, la base, enfin, du web sémantique. J'insiste, et c'est ça un peu, cette façon un peu aussi, si vous permettez, un peu, c'est vrai que Greimas pour moi était quelqu'un de très important et j'aime bien revenir sur ce genre de choses, enfin, hein, un peu le génie de Greimas en quelque sorte aussi, de toute façon, un peu d'avoir un peu compris de manière par anticipation, hein, l'importance ou l'intérêt de cette sémantique structurale, enfin, que lui il a développé, parce qu'en fin de compte, tout ça, enfin, a été déjà plus ou moins connu, hein, depuis un certain temps, n'est-ce pas, au moins depuis les années 60-70 en sciences cognitives, ou encore un peu plus tard, enfin, en intelligence artificielle, enfin, dans les recherches type intelligence artificielle. Ça, je rappelle là ici la théorie de Minsky, enfin, sur la frame theory, ou encore la théorie de Schenck et de Abelson, qu'on appelle la théorie des scripts. Et évidemment, à mon sens, le travail le plus important reste quand même. Comment est-ce que je passe là? Ah, d'accord. Oh, c'est pas simple. Non, parce que moi, je n'utilise jamais un Mac. Enfin, c'est trop clair pour moi. À faire des touches totalement différentes. Donc, c'est clair que c'est normal d'avoir des problèmes. OK. Donc, en fait, la contribution la plus importante reste, enfin, à ce jour, à mon avis, celle de John Sauer sur la Conceptual Structure Theory. C'est une théorie, enfin, qui était effectivement utilisée, enfin, aussi dans l'entourage, enfin, de la sémantique structurale. Je pense par exemple à Rastier, enfin, qui quand même l'a utilisé. Enfin, il y a bien d'autres personnes. Donc, vous avez ici un exemple qui est très simple. En fait, de toute façon, ça, c'est un graphe, hein, en quelque sorte, qui définit ce que c'est une classe, hein, qu'on appelle langue. Hein. Et donc, effectivement, il est variable, vous pouvez avoir autant de langues que vous voulez. Et ce modèle, hein, définit donc si vous décrivez une langue ou si vous documentez une langue, alors, enfin, tenez compte, enfin, de sa structure linguistique, tenez compte de sa famille linguistique, tenez compte, enfin, de son alliance, de sa géographie linguistique, et tenez compte aussi de la période, enfin, qui est prise en compte, et ou encore des locuteurs. En gros, c'est ça, c'est une façon, ce qu'on appelle donc un modèle conceptuel. Il est composé de triplets, hein, et donc ça fait un graphe, c'est un modèle conceptuel qu'on utilise après, effectivement, pour documenter, analyser des langues, etc. Je vais vous donner tout de suite après un exemple, enfin, sur un projet concret. Voilà, c'est donc
un exemple d'un graphe conceptuel et vous voyez très bien, en fin de compte, intuitivement, on voit très bien qu'il n'est pas très, très loin, de certaine façon, d'une vision structurale, enfin, de la sémantique. Enfin, hein, c'est pas du tout... c'est quelque chose qui est très proche, enfin, et qui, avec une petite inventivité, on peut parfaitement, de certaine façon, donc, utiliser les apports de Grammas, enfin, et d'autres personnes, effectivement, pour améliorer ce genre de choses. Voilà. Maintenant, en web sémantique, il y a une distinction qui est extrêmement importante, et c'est celle entre données et métadonnées. Et je vais un tout petit peu m'étendre là-dessus. Quand on parle de données et métadonnées, il y a deux grands cas de figure, enfin, qui émergent, enfin, auxquels on se réfère. Il y a un premier cas de figure qui est tout à fait classique, une très longue tradition, c'est le cas de figure de la pratique du bibliothécaire. Ça veut dire quoi? Un bibliothécaire, il a ses données et il les indexe. Donc, la donnée, c'est le document, et l'index, effectivement, c'est la métadonnée que j'utilise enfin, pour structurer, expliciter en quelque sorte enfin, cette donnée-là. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Mais ce cas de figure, dans le contexte de la web sémantique, il est spécifique. Hein, il est spécifique. Il y a une deuxième vision qui tout simplement dit, ma donnée, métadonnée, c'est un point de vue. Ça veut dire autrement dit, la métadonnée que j'utilise pour analyser une donnée ou pour caractériser une donnée, eh bien, dans un autre contexte, la métadonnée devient une donnée. Voilà. Donc, je vais donc vous donner ici un tout petit exemple. Si vous permettez. Alors, voilà, je vous donne ici, merci. Non, 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 non. Merci. Donc, je vous donne ici un exemple concret. C'est celui-ci là. Vous voyez ici une capture d'écran qui c'est une interface qui fait partie d'un projet qui s'appelle La Case, que je vais présenter très vite, tout de suite après. Donc, une plateforme qui s'appelle La Case. Cette interface, elle, c'est une interface donc, qui sert à décrire, à indexer, à structurer, à expliciter une donnée particulière, donc une donnée documentaire. Donc ici, c'est par exemple un interview, un entretien avec un spécialiste sur la civilisation yiddish. Et donc là, vous avez la donnée, hein, cette donnée documentaire, elle est en rouge. Et ensuite, vous avez donc en vert les différentes métadonnées, types de métadonnées qu'on y trouve. Vous avez évidemment des choses qui sont très basiques, enfin, hein, comme les métadonnées paratextuelles, telles que par exemple le titre, l'auteur, ce genre de choses, mais vous avez aussi ensuite hein, des métadonnées, hein, comme par exemple transcription par Whisper, enfin, vous avez métadonnées segmentation par segmentation de la bande vidéo, et vous avez après plus bas, enfin, des métadonnées, enfin, thématiques qui indexent le contenu dont on parle, enfin, etc., etc. Donc, en quelque sorte, c'est ici donc un exemple particulier de cette distinction entre données et métadonnées. La donnée elle-même, c'est donc une ressource documentaire, et vous avez donc autour là les différents types de métadonnées pour vous donner aussi pour revenir un tout petit peu. Oui, merci. Alors, qu'est-ce qu'on distingue, qu'est-ce qu'on a comme métadonnées qu'on identifie en général? On a par exemple les métadonnées techniques, enfin, sont liées donc au format média. On a les métadonnées paratextuelles, c'est donc l'auteur et ce genre de choses.
Après, on a surtout les métadonnées descriptives ou encore les métadonnées génétiques. De cette façon, donc, c'est effectivement les différentes versions d'une même ressource documentaire qu'on peut avoir. Donc, c'est uniquement pour vous tirer ça, les choses rapidement. Voilà. Donc, cette capture-là montre donc que nous avons donc d'une part un modèle de données. Ce modèle de données, il est représenté par les aspects verts, hein, ce que vous avez vu. C'est donc ces différentes choses-là. Donc, ce modèle, il représente une certaine vision qu'on a, c'est donc une théorie, enfin, hein, qu'on explicite et qu'on utilise après pour indexer. Cette vision, il sert comme standard, comme référence, hein, à l'ensemble des personnes, enfin, qui utilisent évidemment ce modèle. En quelque sorte, enfin, ce standard représente ce qu'on appelle une culture technique, c'est une façon, une vision particulière qui est partagée par un ensemble d'acteurs qui utilisent cette interface, enfin, pour indexer, structurer, décrire, découper, etc., le données documentaire. Voilà. Donc, si vous permettez, je vais très vite vous faire une petite présentation de ce projet LACAS, donc qui est extrait, parce que je vais revenir après pour vous donner encore quelques exemples, si j'ai le temps. Oui. On va terminer plus tard que 5 heures, ça c'est clair. On terminera à 17h20, 17h30, de toute manière on a la salle. Ok, très vite. C'est victime du retard. Donc. Non, non, donc, si vous permettez très rapidement, cet exemple-là et d'autres exemples que je vais vous présenter tout de suite après sont extraits, tirés d'un projet de plateforme qui s'appelle LACAS, Open Archive in Language and Cultural Area Studies. Il faut bien comprendre, l'INALCO est un établissement qui est spécialisé dans ce qu'on appelle les études aréales. Par exemple, typiquement la sinologie, la japonologie, mais il existe aussi les études aréales sahéliennes, hein, burkinabé, etc. Donc, le problème est, enfin, pour ces institutions-là et que pour les autres acteurs, il y a une grosse production scientifique qui est extrêmement éparpillée. Il est sur HAL, enfin, concrètement sur HAL, sur Nakala, il est sur Cenodo, il est sur d'autres entrepôts. Donc, toutes ces choses-là sont extrêmement éparpillées, donc il n'y a pas de visibilité, premièrement, pour la recherche. Et deuxièmement, il n'y a pas non plus une possibilité d'exploiter l'expertise universitaire, scientifique, n'est-ce pas, par exemple, sur une région comme le Sahel, ou encore sur une région comme les études baltiques, etc. Donc, vous voyez, c'est ça un peu l'idée qui est derrière cette plateforme, de créer, enfin, une sorte d'un guichet unique, enfin, un guichet central auquel on a accès aux données de recherche produites, enfin, par d'abord les chercheurs en France et puis au-delà, enfin, sur les études, enfin, ou dans le cadre des études aréales. Donc, c'est ça, en fait, l'idée, l'objectif, enfin, et ces données doivent être évidemment identifiées, moissonnées, et puis, en fait, subissent tout un grand traitement d'indexation, structuration, explicitation, classification, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut un thésaurus ou encore un vocabulaire contrôlé, enfin, qui permet de faire tous ces genres de choses-là. Donc, en gros, c'est ça, la case data, c'est très, très, très court. L'idée, c'est rendre visible la recherche, enfin, sur les différents domaines des connaissances dans les études aréales. Donc, voilà. Et je vais vous donner tout de suite là, ici, un exemple avec une langue comme le quechua. Hein, c'est une de langues, par exemple, qui n'est pas seulement enseignée à l'INALCO, mais sur laquelle on fait la recherche ailleurs. Et ce qu'on veut, c'est que autour, disons, du terme, de label, ce qu'on appelle le label, le terme quechua, se constitue ce qu'on appelle un hub de connaissances. Un hub de connaissances, donc, qui en quelque sorte agrège les différentes données de recherche, les publications, la littérature grise, enfin, les enregistrements audiovisuels, mais aussi les données de terrain, etc., que tout ça agrège autour du quechua, et que, effectivement, en même temps, ce hub de connaissances est relié, n'est-ce pas, à d'autres hubs qui sont plus ou moins proches.
par exemple, enfin, dans le cas de Quechua, c'est le Pérou, c'est le peuple Quechua lui-même déjà, c'est la région géographique, c'est la famille linguistique, etc. Donc, il y a un gros réseau comme ça qui s'établit. Donc, voilà ici de nouveau donc, un exemple concret. Cette capture vous montre donc que vous avez ici donc la langue quechua et qui, elle, donc, est ici la métadonnée pour 35 ou une quarantaine, je ne sais pas, de ressources documentaires dans lesquelles, effectivement, enfin, on parle du quechua. Le quechua est développé. Voilà. En revanche, dans celui-ci-là, est-ce que vous voyez, c'est assez petit comme capture. Vous avez ici un graphe, c'est un graphe sémantique au sens propre du terme, enfin, qui est vraiment constitué à partir donc, de la base de connaissances, la case. Vous avez donc ici, comment est-ce que j'active à l'intérieur là, pour que... Voilà. C'est ça que tu veux faire. Ah, voilà, merci. Donc, vous avez ici dans ce graphe de connaissances, au milieu, donc la langue quechua, et cette langue quechua, elle, est donc, voilà, est donc reliée avec d'autres pièces de connaissances, comme par exemple ici, le peuple quechua. À gauche, vous avez donc le contexte géographique dans lequel enfin, on trouve cette langue. Vous avez ensuite effectivement la typologie linguistique enfin, qui, pour caractériser cette langue. Ensuite, vous avez le statut sociolinguistique enfin, dans les différents pays, etc. Donc, je vais revenir. Donc, voilà donc un graphe qui dit quoi? C'est une façon qui ressemble au graphe que nous avons vu tout à l'heure, le graphe conceptuel. Pour décrire une langue, eh bien, tu me décris son contexte géographique, tu me décris son contexte de locuteur, tu me décris ses aspects linguistiques, sociolinguistiques et autres. Dans la case, nous avons 525 langues, et tous les 525 langues sont en fait décrits, représentés selon ce même modèle. Par exemple, on a ici une langue qui s'appelle le Dari, c'est une langue qui est parlée, c'est le persan qui est parlé en Afghanistan. C'est, quand vous regardez, même sans voir directement, vous voyez à peu près la même structure. Typologie linguistique, aspect socio-linguistique, peuple, géographie, etc. Plus effectivement l'ensemble des ressources qui sont liées donc, à cette langue. Donc en gros, c'est une façon, ce qui est donc cette distinction, disons à la fois, c'est un système qui est basé sur le web sémantique, sur des triplés, il n'y a que des triplés partout, mais derrière, évidemment, il y a un modèle de description qui dit, si toi tu veux t'écrire une langue, alors tu utilises telle ou telle caractéristique. Donc après, la discussion est, est-ce que ce modèle est valable, est-ce qu'il ne faut pas l'enrichir, etc. Est-ce que tu ne peux pas le faire évoluer, etc. Donc, c'est donc la base de web sémantique, c'est triplé, et en même temps, effectivement, on voit ici cette distinction entre données et métadonnées, c'est une façon comme un simple point de vue. Une fois, le quechua sert pour décrire la langue, un document, une autre fois, il sert à décrire une autre langue ou encore une famille linguistique, mais en même temps, c'est une façon que je change le point de vue. Voilà. Donc, c'est une façon, et on peut continuer comme ça, je ne vais pas rentrer trop dans les détails là maintenant, c'est un autre graphe ici, qui est un graphe sémantique, ce n'est pas un graphe, il visualise enfin des données sémantiques dans la base, enfin, ce n'est pas parce qu'il faut faire joli. Et donc là, par exemple, on sait que le quechua, c'est une langue agglutinante, je clique sur les langues agglutinantes, et bien je vais avoir un nouveau graphe qui va me décrire ce que c'est finalement, ce que sont les langues agglutinantes. Sous forme, là, ici, et des exemples. Il y en a 85 langues ici, enfin, dans la base, qui correspondent à ça. Voilà. Donc, en gros, c'est ça que je voulais vous dire. Enfin,
Est-ce que je peux encore deux minutes? Oui, absolument. Merci. Ah, pardon, je vais laisser. Là, il y a une autre chose qui est très importante. C'est une autre présentation, hein, c'est une autre vision, en fait, hein, de ce hub de connaissances quechua. Et vous voyez là au milieu, hein, c'est encadré vert, n'est-ce pas? Et là, vous pouvez lire, par exemple, BNF Ramo. Vous pouvez lire DPpedia, Wikidata, IDRF. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça veut dire concrètement, c'est important, c'est extrêmement important, c'est le fameux load, le linked and open data. C'est-à-dire, en fait, vous dites le quechua de la case se marie avec le quechua BNF Ramo, se marie avec le quechua DPpedia, se marie avec le quechua de Wikidata, Lothaire, etc. C'est ça le load. Quel est l'intérêt? Eh bien, on aspire enfin des informations qui sont contenues dans BNF Data, dans Lothaire, dans Wikidata, etc. Et on a à la main, effectivement, sur le fait de faire venir ou ne pas faire venir des informations. C'est ce qui est aussi important, on a la main dessus. Bien. Par exemple, enfin, je vous montre ici une structure de Wikidata uniquement. C'est extrêmement important, Wikidata. Enfin, là, pour le quechua, je ne pouvais même pas montrer, je ne peux pas montrer tous les critères que Wikidata propose, en quelque sorte, pour se renseigner, hein, pour comprendre cet objet qui s'appelle quechua. Nous, enfin, pour la CAS, pour des raisons institutionnelles politiques, on a choisi un ensemble de critères et ces critères nous suffisent enfin, pour importer des informations, pour enrichir notre hub, la CAS, sur les bases de connaissances. Voilà, je vais maintenant faire très vite pour terminer. Je vérifie, c'est pas ça. Il vérifie. Après. Ok. Voilà. Donc, je vais... oui. Donc, en fait, tout cela, tous ces différents exemples, enfin, je suis vraiment très vite, désolé, enfin, c'est un peu chaotique, enfin, mais tous ces différents exemples pointent sur un problème particulier, qui est celui de la représentation des connaissances. Donc, ce que je vous ai dit, qui est en quelque sorte, c'est un peu le surmoi que je traîne un peu avec moi depuis que je suis jeune, enfin, jeune chercheur, enfin, c'est cette histoire de représentation des connaissances. Alors, ça veut dire quoi? Voilà. Donc, pour construire ce genre de base, hein, il y a plusieurs questions quand même importantes qui se posent. Hein. Une première chose, c'est quelles sont les données et les caractéristiques qui documentent un domaine des connaissances. Ça, c'est une première question. Une deuxième question, quelles sont les activités hein, sur ces données et autour des données que je veux exercer et qu'il faut prendre en compte. Dans un modèle conceptuel. C'est donc le troisième problème, qui est le modèle conceptuel des données qui me permet en quelque sorte de faire toutes les activités que moi j'envisage vouloir faire sur une donnée. Et finalement, dernière question, plus importante, enfin extrêmement importante aussi, c'est le transfert du modèle conceptuel, qui est ce papier en fait, vers une ontologie qui, elle, écrit en RDF ou WL, donc dans ce standard que j'ai cité tout à l'heure. Alors, pour faire très vite, donc, les principaux données dont nous nous occupons dans la CAS, c'est support documentaire. Ça, c'est donc un ensemble de données
Et un deuxième ensemble de données, ce sont les domaines des connaissances, c'est le cinquième point, le domaine des connaissances en études aériales. Donc, les disciplines, par exemple, les milieux géographiques, les milieux historiques, hein, les milieux linguistiques, les littératures du monde, etc. Donc, il y a tout un ensemble de connaissances qui, ensemble, donc, constituent un peu cette nuage, cette nébuleuse, hein, des études aériales. Donc, ça, pour nous, ça sont les deux types de données les plus importantes, enfin, sur lesquelles, effectivement, nous devons travailler. Alors, je vais continuer. Donc, enfin, de pouvoir effectivement travailler sur un domaine des connaissances comme le Quechua, par exemple, ou le Dari, enfin, ou peu importe, enfin, pour créer ce genre de hub, ou encore pour pouvoir indexer, découper, hein, une vidéo, pour pouvoir faire de la transcription sur une vidéo automatique, enfin, etc., eh bien, il me faut quoi? Des modèles. Et donc, effectivement, enfin, dans la case, hein, il y a différents modèles, dont deux, le modèle de données documentaires et les modèles de données terminologiques. Et maintenant, je vous montre seulement le modèle de données documentaires, parce qu'on n'a pas le temps pour le reste. Et je vous montre comment est-ce que nous passons de ce modèle de données conceptuelles, pardon, de ce modèle de conceptuel à une ontologie. Donc, ah, pardon. Merci. C'est ça. Donc, pour vous donner un exemple d'un modèle conceptuel, là aussi, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que justement, vous pouvez m'imaginer, avant d'arriver à ce genre de résultats, il faut vraiment beaucoup travailler là-dessus. Donc, en tout cas, c'est le modèle conceptuel que nous utilisons pour réaliser ce premier exemple que je vous ai montré. Donc, l'analyse, la segmentation, la structuration d'une ressource documentaire audiovisuelle, dans le cas. Et donc, effectivement, dans ce modèle conceptuel important, c'est la deuxième et la troisième ligne. Hein, la deuxième ligne qui dit tout support, disons, toute entité documentaire, eh ben, est composée par un ensemble de strates infinies, peu importe. Et donc, effectivement, à l'analyste, au cogniticien, en quelque sorte, d'identifier quelles sont les strates, typiquement pour un document audiovisuel, c'est une strate visuelle, par exemple, hein, ou une strate sonore. Pour nous, ce n'est pas important. Pour nous, c'est plus important le strate contenu. Hein, donc, le strate, c'est une façon de quoi est-ce qu'on parle. Donc, c'est une façon, c'est à l'analyste à identifier après les différents strates qu'il veut faire. Donc, ça, une première chose. Et une deuxième chose, hein, ce sont les segments. Hein, c'est-à-dire, une fois que j'ai une strate, par exemple, une strate comme une strate thématique, donc là où je voudrais décrire, expliciter, indexer, enfin, les thèmes, hein, sur lesquels on parle, enfin, on discute, enfin, hein. Donc, effectivement, j'ai une deuxième ligne, c'est le segment. C'est une façon. Donc, enfin, ça veut dire quoi? Sur chaque strate, on peut créer autant de segments comme on veut, afin ensuite, effectivement, pour faire les opérations, soit au niveau d'un document lui-même, soit effectivement au niveau de tel ou tel passage ou partie, ou encore paragraphe, enfin, ou segment, ou son, hein, d'un support documentaire. Voilà. Et puis, effectivement, il y a la dernière ligne, c'est donc les activités qu'on peut faire, enfin, ou qui sont prévues dans ce modèle, enfin, pour réaliser ce document. Voilà. D'accord, je vais terminer. Donc, tout cela doit donc être transposé en une transcrit, traduit en une ontologie, donc pour qu'il soit implémentable. Là, ici, vous avez donc très rapidement un éditeur d'ontologie qui est développé par l'Institut national de l'audiovisuel. Le logiciel s'appelle OCAPI, Open Knowledge and Annotation Publishing Interface. Donc, vous voyez bien, il n'y a pas de... Ah, pardon. Voilà. En haut, là, en rouge, vous voyez très bien réapparaître les principales caractéristiques
du RDF et du OWL, donc les classes, ça veut dire donc toute ontologie constituée par des classes, des relations, toute ontologie possède des relations, des attributs et des individus. Classe veut dire quoi? Ensemble, les langues du monde, c'est une classe, un individu, c'est de quelque chose. Par exemple, hein, relation veut donc dire, effectivement, je tire des relations entre les différentes langues, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez ici, donc, en quelque sorte, l'éditeur d'ontologie qui vous permet donc de déclarer donc, les différentes classes et les différentes relations que vous souhaitez pour en faire une ontologie, qui peuvent être lues et traitées par un programme informatique qui est derrière, et pour exercer ces choses-là. Bon, écoutez, je vais arrêter ici. Enfin, j'aurais vraiment beaucoup de choses encore à vous dire, mais je vais m'arrêter là. Voilà. Je suis vraiment désolé, c'était un peu de pris à bras. Non, c'est très structuré. On ne va pas nous croire que ce n'était pas très structuré. Écoute, merci beaucoup. Je vais te poser des questions. Je pense que la première te permettra aussi d'aborder peut-être le modèle connexionniste. Je sais que ce n'était pas, je veux dire, l'objet principal de ton exposé, mais je sais que tu voulais toucher un mot sur cela. Alors, évidemment, moi, je ne suis pas une experte du tout, mais je ressens que ce modèle symbolique ne convient pas. Ne convient pas pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de saut de connaissances. Je veux dire, les connaissances, on les a, on les met en relation. Les gars est dans la globalisation, et dans les linkages, etc., mais on n'a pas, j'oserais dire, une aide qui vient de l'intelligence artificielle. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je travaillais, comme tu le sais bien, sur l'analyse de larges bases de données d'images à travers la feature extraction d'un côté, et puis j'ai vu comment ça fonctionne avec le deep learning. Avec la feature extraction, on conserve, disons, pour une bonne partie, les connaissances qu'on a déjà. C'est-à-dire, c'est la notation humaine qui décide quelles sont les caractéristiques des données qui nous intéressent. Donc, d'une certaine manière, c'est l'humain qui met en valeur, évidemment, l'intelligence artificielle fait un travail de mise en relation de ces données et de mise en avant des distances et des similitudes proximes. Mais je me dis, aujourd'hui, qu'on a un travail différent, je veux dire, le travail connexionniste, si on veut l'appeler comme ça. Là, c'est plus l'humain qui détermine exactement ou comme c'était le cas dans l'extraction et dans la notation humaine, c'est qu'on trouvera à la fin. C'est-à-dire qu'il y a un travail des textes entre eux-mêmes ou des bases de données ou des données entre elles-mêmes qui ne dépend plus de la détermination humaine. Exemple toujours avec les images. D'un côté, on a la feature extraction pour le travail des modèles symboliques et de l'autre, on a l'entraînement à partir des bases de données. Et donc, d'une certaine manière, chaque image parle avec l'autre image. Ce n'est plus le passage par l'indexation ou la notation, etc., etc. Est-ce que tu t'y retrouves dans cette distinction? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur des défauts possibles? Moi, j'en ai simplement à identifier un, parce que c'est dans l'analyse de base de données d'images qu'on a ces deux l'opposition de ces deux modèles. D'un côté, la machine learning, de l'autre côté, le deep learning. Ou, à ton avis, il y a d'autres bénéfices, pertes dans les deux modèles? Alors, en fait, je ne suis pas complètement au bout de mon exposé. Oui. En fait, concrètement, il y a deux choses. Concrètement, nous travaillons avec de l'intelligence, enfin, avec des méthodes de l'IA neuronale. Et
mais on travaille quand même de manière un peu différente. Ça veut dire qu'en fait, quand tu entraînes un réseau neuronal, tu as différentes méthodes pour l'entraîner. Et une des méthodes, c'est évidemment une des méthodes, c'est de fournir au réseau neuronal autant d'informations structurées que tu as, afin pour que lui, il te réponde de manière très précise. Et c'est ça, de cette façon, qui est l'avantage maintenant de l'ontologie et aussi de l'approche symbolique. Puisque là, du coup, on prend le cas du Quechua, tu as énormément d'informations structurées que tu envoies via un API à cet outil, ChatGPT 4, pour qu'effectivement, il te ressort après. Pour nous, c'est plutôt une application différente, c'est Scholar AI. Scholar AI, c'est une grosse base de données, enfin, une base de référence de 240 millions de notices scientifiques. Donc, ça veut dire qu'en gros, ça représente quand même si ce n'est pas exhaustif, etc., mais c'est quand même une base de données qui est une base de référence ultra surveillée, où on a effectivement les critères de sélection, ce n'est pas le cas de DLLM. Et donc, pour nous, l'intéressé, en quelque sorte, de dire à l'API, écoutez, nous, pour le Quechua, pour nous, ce n'est pas le peuple Quechua, ce n'est pas non plus éventuellement le dialecte Quechua parlé dans le Pérou, mais c'est l'autre en Bolivie. Et pour cela, tu as tous ces ensembles d'informations contextuelles qui viennent de l'ontologie et de la base de connaissances. Vous profitez. Et donc, ben oui, et c'est ça le mariage en quelque sorte entre le connexionniste, enfin, entre des approches dites connexionnistes et symboliques, au niveau pratique du terme. Plus tu as des catégories structurées, plus tu as une information structurée, plus tu as évidemment une chance d'avoir des informations qui valent la peine. Je pense que vous sollicitez. Par exemple, là, avec Scholar AI, c'est un outil qui, soit effectivement, il te renvoie des références bibliographiques à noter, ou encore une extraction de grands thèmes. Par exemple, tu parles, par exemple, nous, actuellement, on travaille sur un cas parce que ça aussi, dans les réseaux neuronaux, ce qui est important, c'est pas uniquement la base de données, c'est des exemples. C'est ça que je voulais dire. Ça, c'est le plus important. Et donc, pour nous, et donc, les exemples, pour nous, nous travaillons sur des exemples justement d'études sahéliennes, études mauriciennes, études baltiques, pour lesquelles on sait que nous avons moins de données, mais aussi moins de problèmes, finalement, d'homonymie, enfin, ce genre de choses. Donc, en prenant les études mauriciennes, par exemple, quelles sont les grandes thématiques en anthropologie, en histoire mauricienne, qui sont traitées, par exemple, dans la littérature scientifique à laquelle on a accès, sachant qu'évidemment, on n'a pas accès toujours à tout. Mais l'important, c'est quand même que tu as accès à des références non seulement anglo-saxonnes, mais aussi que tu trouves dans des pays comme l'Inde ou la Chine, etc. Donc, vous voyez, mais la réponse, c'est des thèmes, des références bibliographiques, des synthèses parfois. Un discours, c'est toujours ça, tout à fait. C'est toi qui interprète si c'est une synthèse. Enfin, c'est pas la machine qui dit c'est une synthèse. C'est toi qui dis c'est une synthèse et ça suffit. Je vois pas bien le problème. Oui, moi, Ensuite, Enzo. fasciné par le monde de la classification, même par le démon de la classification. Non? Je pensais quand tu disais au début que les données, les métadonnées peuvent devenir des données. Ah oui, c'est évidemment. Ça, c'est un peu cette idée tarskienne des étages de métadonnées, de métalangage. Et donc, je posais une question. Comme les métadonnées peuvent devenir des données, dans la construction de ces classifications, le choix des métadonnées, ce sont des choix comme tu disais à l'instant, c'est moi qui décide que ça c'est une description bonne, voilà. Et ça va déterminer aussi la base de données. Tout à fait. Par exemple, la base de connaissances. Des connaissances.
Si par exemple, je prends l'exemple de la langue basque, que je connais très bien, je décide que la métadonnée qui compte, ce n'est pas que le fait qu'elle soit agglutinante ou autre, mais le fait, par exemple, la donnée de l'ancienneté de la langue. Et donc là, évidemment, c'est un choc complètement idéologique, parce que c'est clair, parce que ça sert à un type d'édition d'une langue qui est plus ou moins extra-linguistique, mais pas aussi linguistique. Et donc, ma question est la suivante. Est-ce que le modèle connexionniste ne serait pas, au fond, la garantie d'un choix non idéologique de méthodologie? Voilà. C'est extrêmement intéressant. Non, c'est une très bonne question. Parce qu'en fait, on utilise aussi, nous, c'est de manière expérimentale, hein, au début, comme tout le monde, c'est-à-dire, mais on a cette chance d'avoir ces grosses par ces connaissances et du coup, on peut expérimenter pas mal de choses. C'est en fait, en quelque sorte, disons, une des questions que nous souhaitons, que nous essayons de poser à Schola AI, donc cet API où c'est de dire, bon, en comparaison à toute la littérature scientifique que tu vois, le modèle conceptuel que nous avons pour la langue quechua, ou basque, ne faut-il pas ajouter localement des propriétés? Voilà, des propriétés strictement comme ancienneté. Cette propriété n'est pas dans le modèle standard, de certaine façon. Donc, de cette façon, ne faut-il pas localement rajouter des propriétés? À cela s'ajoute une autre question. Si quelqu'un ne veut pas de cette propriété, par exemple, qui dit, ah non, ça c'est idéologique, justement, comme tu dis, et l'autre qui dit, mais non, ça c'est une vraie, c'est scientifique. C'est-à-dire là, on arrive au problème, justement, de la circonscription de ces graphes par énonciateur, entre guillemets, de certaine façon. C'est-à-dire que tu indexes, mais qui offre ou qui souhaite cette propriété ou qui est contre, quelque chose. Et là aussi, tu peux rajouter ce modèle conceptuel à toute propriété. Et, voilà. C'est une très bonne question. Alors, moi, j'ai une question qui concerne les mots ontologiques, parce que je travaille un peu sur les jeux vidéo, il y a toutes les conceptualisations qui expliquent, voilà, dans ce monde, il y a une ontologie. Je suis toujours contre, mais là, parce qu'il me semble que c'est ontologie au sens où c'est le langage qu'on doit adopter pour le faire marcher dans la machine. Tu as un format, exactement. Il y a un format de base et les fameux triplés. Le Wikidata, j'ai regardé, c'est pas moi, il y a 15 millions de bits et triplés, c'est rien par rapport aux paramètres. Donc, ça, c'est le format de base et sur lequel, effectivement, on élabore ce modèle, en quelque sorte interprétable par un langage, comme Prolog ou chez nous, ou Python. Ça, je me demande si les faits qu'on doit utiliser ces ontologies sont peut-être un peu figés. Quel genre de défis pose au côté sémantique, c'est-à-dire il faut s'adapter beaucoup, on perd une partie des connaissances. Tout à fait. D'un point de vue pragmatique, il y a énormément de problèmes, en fait. C'est-à-dire, je ne cache pas, personnellement, je trouve toutes ces choses extrêmement passionnantes, sinon je n'aurais pas passé ma vie, partiellement là-dessus. Mais je trouve ça extrêmement passionnant, mais il y a énormément de questions qui ne sont pas résolues, ça c'est tout à fait clair. Et justement, c'est un peu physiquement, on se trouve d'ailleurs à l'INALCO devant ce problème, puisque moi, je m'en vais dans 2 ans, donc mais il va falloir effectivement transposer tout cela. Mais c'est sérieusement un problème, c'est une façon de la non-perte d'une expertise. Et l'autre problème, c'est un peu ce qui rejoint un peu la question aussi de Juan, c'est une ontologie doit évoluer. Et elle évolue uniquement de manière monotone. C'est-à-dire, le problème, c'est aussi, ça évolue, mais tu ne peux pas retracter comme ça facilement une propriété. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vois personne, je vois la personne qui gère la salle qui nous regarde. Alors, encore mille merci.
Merci à vous. Dans 2 semaines, 27 mars, avec Pierluigi Basso et Marion Colapresa. Bonne Merci. soirée, merci d'avoir été avec nous à la maison.